des gens qui discuteraient dans la rue, discuteraient civilement et échangeraient des opinions civilement. Des gens qui ne sont pas d'accord discuteraient tranquillement. Non, sur Twitter, des gens qui ne sont pas d'accord ont besoin de s'insulter. C'est comme en voiture. L'homme à l'état de voiture, c'est comme l'homme à l'état de nature, si vous voulez. Soudain, dans cet habitacle qui nous donne à la fois l'illusion d'être protégé et le sentiment d'être très fort, on redevient des animaux. Twitter, c'est pareil, en fait. Donc, essayer d'introduire de la civilité dans cet univers, c'est très drôle. Vous interrogez sur la question suivante, ça m'a beaucoup surpris dans la formulation. Comment échapper face au monde et à ses objets au triste sentiment de savoir? Pourquoi ce serait triste, le sentiment de savoir? C'est comme la nostalgie, finalement? C'est-à-dire que rien ne rend plus bête que la certitude de savoir, en fait. Rien ne rend plus idiot que le sentiment de savoir, puisque celui qui croit savoir, c'est celui qui va s'attacher à prélever dans le réel les éléments qui vont dans le sens de ce qu'il sait. C'est que je ne sais pas. Alors ça, c'est l'étape d'après, c'est mieux. Mais celui qui croit savoir, c'est-à-dire celui qui prend son opinion pour une vérité. L'orgueilleux qui prend son opinion pour une vérité. Et celui qui ne s'intéressera dans le réel qu'aux phénomènes qui vont dans le sens de l'opinion qui est la sienne. Son opinion n'est pas une vérité, son opinion est une parcelle de vérité. Mais c'est pas triste, Raphaël, c'est pas triste pour lui. Il est heureux d'avoir le sentiment de savoir. Je crois pas du tout. Il est aussi heureux que quelqu'un qui aurait réduit le monde qui l'entoure aux besoins qu'il en a. C'est-à-dire, quelle vie, une vie cantonnée à l'intérêt que les choses peuvent avoir pour nous est une vie qui n'a aucun intérêt. Si vous réduisez, ce verre d'eau me passionne tant que j'ai soif. À la seconde où j'ai plus soif, il ne m'intéresse plus. La philosophie est un exercice qui vous apprend à vous intéresser au verre d'eau séparément du besoin que vous en avez. Voilà. C'est-à-dire qui, de ce point de vue, élargit considérablement le monde, puisque le monde s'ouvre, va au-delà du simple calcul de votre intérêt. Et de ce point de vue, il me semble qu'on vit mieux, on vit plus largement, quand on accepte de s'intéresser à des objets qui n'engagent pas notre existence propre. Tintin, c'est le syndrome de Tintin. Pourquoi les albums de Tintin sont-ils si différents, contrairement aux albums d'Astérix? Vénération pour Astérix. Différent de quoi, quand vous dites différent? Tintin en Amérique et Tintin au Congo, et Tintin et le crabe aux pinces d'or et le lotus bleu, ce sont des univers différents à chaque fois. Pourquoi? Alors, vous avez des heideggeriens qui disent Tintin, c'est le Dasein, il est transparent, et donc il porte avec lui un univers, il n'interfère pas. Ils n'ont pas tort. Tintin n'est jamais directement concerné par les histoires dont il se mêle. Il n'y a que dans les Picaros où la Castafiore et Haddock étant retenus, Tintin décide effectivement d'y aller parce que ce sont ses amis. Mais, non, c'est les Dupont, enfin peu importe. Mais dans la plupart des cas, Tintin y va par curiosité, par intérêt. Et la richesse du monde est une conséquence vertueuse du désintéressement de l'intérêt de Tintin. Mais de l'étonnement. Donc on en revient à la vertu première de la philosophie, l'étonnement. Et avec une nuance, parce que vous avez deux modalités de l'étonnement. Vous avez naturellement... en philo, Thomas Zane, c'est le verbe grec, c'est l'étonnement. Voilà, il faut s'étonner en philosophie, c'est le point de départ de la philosophie. Vous ne pouvez pas démarrer, c'est le point de départ. C'est vous passez la première, vous vous étonnez. Et alors, il y a deux écoles. Vous avez l'école Newton. Newton est là, peinard, il voit une pomme tomber. Et il décide de s'étonner d'une pomme qui tombe. Bon, s'étonnant d'une pomme qui tombe, il finit par travail, par la grâce de son travail, par trouver la réponse à cette bizarrerie. Il trouve la réponse. Et son étonnement est soluble dans la réponse qu'il trouve, soluble dans la vérité que son étonnement lui a permis de conquérir. Première conception de la philosophie platonicienne, qui considère qu'au fond, la philosophie ou l'étonnement n'est que le marchepied qui nous conduit vers une vérité. Autre modalité de la philosophie, de l'étonnement, Jean Kelevitch ou Schopenhauer, qui disent, quelles que soient les lois que Newton met au jour, la nature même de ces lois elles-mêmes sont encore plus étonnantes que le spectacle de la pomme qui tombe. Autrement dit, on n'en a jamais fini avec l'étonnement. Ça veut dire quoi? On n'en a jamais fini avec le début. Vous avez parlé de jouvence tout à l'heure, c'est un mot important pour moi parce que la philosophie consiste précisément à introduire un état de jouvence perpétuelle, pas de recommencement perpétuel, mais d'étonnement renouvelé, en fait, de renouvellement de l'étonnement, de capacité à poser sur ce qu'on a l'habitude de voir un œil un peu surpris. De l'intérêt, par exemple, de l'ivresse en philosophie. Puisque l'ivresse, quand vous faites une fête, juste ça, parce que c'est important, parce que c'est une expérience que chacun peut connaître, chacun a peut-être vécu une fois. Et sinon, il faut essayer. Ouais. Si vous êtes bourré, ou plus exactement, pas vous, si vous faites la fête, il y a toujours dans une fête ou dans un dîner quelqu'un qui boit plus que les autres. C'est en général celui ou celle qu'on enjambe à la fin de la soirée, on le trouve sympa, mais enfin il nous gonfle un peu parce qu'il veut nous parler de trucs pas intéressants. C'est en général celui qui vous alpague et qui veut absolument vous parler du robinet qu'il a vu. Vas-y, t'es gentil. Il veut vous parler du robinet, ou il se met soudain à vous parler de François Hollande. Bon. Et or,
Ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que c'est lui qui a raison. Non pas parce qu'il parle de François Hollande, mais parce qu'il parle du robinet. Robinet ou Hollande, peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'intéresse à un Hollande, objet... Peu importe robinet, c'est-à-dire que comme les barbes à papa, il peut prendre toutes les formes. Un jour, j'ai parlé du robinet. J'étais à Reims. Je parlais du robinet, je désignais le robinet avec le geste de la main comme ça, etc. Et j'étais devant André Robinet, maire de Reims. Je ne le savais pas, nouvellement élu, etc. Bon. Donc j'en reviens au robinet. Je ne sais plus ce que je vous disais. Ouais, la jouvence. Celui qui s'intéresse au robinet, c'est-à-dire celui qui s'intéresse à l'objet utilitaire par définition, séparément de l'utilité que cet objet peut avoir, c'est lui l'artiste. C'est lui qui voit bien, c'est lui qui voit justement. L'ivresse, de ce point de vue, est le médiateur d'un étonnement renouvelé. Donc voilà, si l'étonnement vous fait défaut, buvez. Enivrez-vous, voilà. Vous êtes donc professeur de philosophie, on est en pleine rentrée des classes, il y a même des très très jeunes gens ici à gauche. Vous prenez toujours l'enseignement de la philosophie dès la seconde, vous dites, vous y allez sérieusement, que c'est un enjeu démocratique et républicain à ce point. Oui, c'est fondamental. Je crois que c'est fondamental. J'avoue que jusqu'ici, mes démarches sont restées un peu lettres mortes. Vous savez, vous arrivez quand vous... Comment on dit, quand vous connaissez du monde, comme on dit, vous savez, vous arrivez dans le bureau du ministre, vous exposez la chose. Plusieurs fois, je me suis retrouvé devant le ministre de l'Éducation en disant, voilà, l'enseignement de la philosophie en seconde, c'est essentiel. D'abord parce qu'on prépare une épreuve sur 3 ans et qu'évidemment, cette épreuve cesserait d'être une montagne à gravir. Donc, techniquement, on aurait de meilleures notes. Ensuite, parce qu'en 6 mois de terminale, vous n'avez pas le temps d'apprendre l'intégralité du programme, un lexique nouveau, une méthodologie délicate, et en plus de trouver ça passionnant, c'est-à-dire d'en avoir un peu le désir, à moins d'avoir un prof exceptionnel, à moins d'avoir Superman. Tout le monde n'est pas Superman. Donc, et puis surtout, à l'âge de la vie où on est con, c'est-à-dire à l'âge de la vie où on croit que son identité consiste à s'opposer, la philosophie vous apprend à penser contre vous-même. Donc c'est génial, on fabrique des citoyens qui transforment le combat en débat. J'ai tenu ce laïus devant maint ministre, qui m'ont donné le sentiment d'être écouté, je suis à chaque fois sorti confiant. Voilà. Alors du coup, j'ai décidé de le mettre en pratique, donc je suis allé enseigner en seconde et en première la philosophie depuis 5 ans maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est les nuances pédagogiques. Je crois absolument aux vertus de l'enseignement de la philosophie en seconde, et techniquement, je peux vous dire, d'expérience maintenant, que ça produit des vertus. Ça a des vertus sur les gens, et que c'est possible. Les gens me disent, est-ce qu'ils sont assez matures pour faire de la philo ? Personne n'est assez mature dans la vie. En revanche, ils sont assez candides pour en faire. Ils sont assez capables d'étonnement, oui. Et je vous donne juste un exemple. Il y a un texte dans La République de Platon, un texte bien connu, qu'on connaît sans le connaître. D'ailleurs, c'est l'histoire de Gygès. Gygès, vous savez, c'est ce brave pêcheur qui un jour découvre sur le corps d'un roi gigantesque, ça a inspiré le Seigneur des Anneaux, découvre enterré un anneau qui, quand on le retourne, rend invisible. C'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais c'est Platon qui l'a inventé. Et Gygès, qui est un brave gars, se met l'anneau autour du doigt et immédiatement découvrant qu'il a un système qui lui permet de passer n'importe où en toute impunité, devient un monstre, viole la reine, tue le roi, prend le pouvoir, etc. etc. Et l'interlocuteur de Socrate, Glaucon dans La République, lui dit, tu vois Socrate, l'homme n'est pas vertueux en soi, ça n'est pas la loi qu'il respecte, ce sont les forces de l'ordre. Ceux qu'il respecte, ce n'est pas la loi, ce sont les représentants de la loi. Si vous supprimez les représentants de la loi, si vous mettez en place un système qui vous permet de vous rendre impunément où vous voulez, tout le monde devient un monstre. Et Socrate doit défendre la thèse difficile d'une vertu qui est malgré tout inhérente à l'homme. C'est un débat fondamental. On ne peut pas partir avec des élèves de seconde de La République de Platon, ça leur fait peur. Mais du Seigneur des Anneaux, oui. On peut partir du Seigneur des Anneaux et on peut tout simplement partir de la question de savoir ce qu'ils feraient s'ils avaient un moyen qui leur permet de faire ce qu'ils veulent sans être vus. Et pourquoi seconde? Et pardon, mais quand on pose cette question, vous avez des joues qui rosissent en général, parce qu'on sent que c'est une question qu'ils se sont posées et dont ils sentent que la philo la pose pour eux, quoi. Ouais. Il ne s'agit pas de répondre, hein, il s'agit de creuser les questions. Ouais. Ça marche, voilà, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi seconde dans ce cas-là? Pourquoi pas avant, au fond, puisque vous parliez de candeur, d'être là, et il y a aussi, on fait appel à l'imagination. Je vais vous dire, parce que je crois que je n'ai pas les compétences, en fait, je n'ai pas encore trouvé la méthode qui permet de s'adresser. Alors, il y a trois temps avant la terminale, mettons maternelle primaire, je mets un paquet maternelle primaire, 6e seconde, puis seconde terminale.
en seconde, je sais comment attraper les élèves en fait, comment attirer leur attention, comment les convertir à la cause réflexive, c'est-à-dire à l'intérêt que peut avoir une discipline qui ne fait que poser des questions. Entre la 6e et la 3e, je n'ai pas encore trouvé la quadrature du cercle qui permette justement d'obtenir ce résultat-là. J'ai moins confiance en ce que je peux leur dire. Il m'est arrivé de parler à des élèves, à des collégiens. C'est plus difficile pour moi de les tenir avec ça. Et en maternelle, c'est encore un autre exercice. Donc, je réponds de la seconde. Enjeu démocratique et républicain, tu disais, quand on regarde, pardon, mais peu tarte à la crème, mais j'y vais, la philosophie n'a jamais empêché quiconque de devenir un salopard. Si tu parlais d'Heidegger tout à l'heure, on voit aussi où ont été ses engagements, c'est-à-dire vers le nazisme. Pourquoi est-ce que faire de la philosophie finalement rendrait peut-être notre République ou formerait finalement un citoyen aussi, il y a deux aussi choses. Bon que ça? Alors, il y a deux choses. La philosophie ne dispense pas d'être misérable. De faire le calcul de son intérêt au bon moment, de prendre sa carte au parti nazi quand on est recteur pour ne pas prendre de risques, d'enlever la dédicace à son vieux maître Husserl parce qu'il est juif et que ça fait désordre en 1938, même quand on a écrit un chef-d'œuvre. Je veux dire, la philosophie n'empêche pas d'être Heidegger. Mais la misère de Heidegger ne l'empêche pas d'être Heidegger non plus. Être étant est un des plus grands livres, sinon le plus grand livre du XXe siècle. C'est l'œuvre d'un génie, c'est l'œuvre d'un homme extraordinairement intelligent. Et ceux qui font ce travail très important de savoir si Heidegger était accidentellement nazi ou si au contraire il a donné ses lettres de noblesse à l'idéologie nazie, jouent avec du feu parce que faire valoir cette deuxième thèse en la défaveur de Heidegger est une façon de dire que le nazisme a une souche très puissante et pas si bête, justement. Ce qui pose un vrai problème, pour le coup. Faire de la philo, c'est consentir à la médiocrité que nous sommes et en faire un centre d'intérêt presque. Il ne s'agit pas de curer ses défauts, si vous voulez. Ce n'est pas une école de sagesse, c'est plutôt une école qui consiste à comprendre d'où nous viennent les défauts que nous subissons. En gros, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie? On fait la guerre à ses propres opinions pour faire la paix avec soi-même. Voilà. On fait la guerre à ses propres opinions parce que dès qu'on prend ses opinions pour la vérité, c'est un curseur de bêtises. Mais dans le même temps, on fait la paix avec soi-même au sens où on arrête de s'en vouloir, on arrête de se reprocher d'être mesquin. Je vous réponds avec un texte, Christophe, parce que c'est une vraie question, c'est une question fondamentale. C'est un texte que vous pouvez lire, il devient difficile après le 11e paragraphe. C'est le traité de la réforme de l'entendement. Mais les 11 premiers paragraphes, on peut les lire, et ce que Spinoza décrit là est génial. Spinoza dit, à ce moment-là de ma vie, je me suis résolu à changer de vie, en fait. Je change de vie. Il se dit, voilà, jusqu'ici, j'ai passé ma vie à désirer des faux biens ou des demi-biens. Et les demi-biens, c'est quoi? C'est l'argent, la gloire et le sexe. Pourquoi il parle de demi-biens? Parce que ce sont des biens qui ne nous satisfont jamais vraiment. Quand on a de l'argent, on en veut plus. Quand on a de la gloire, on redoute qu'elle s'estompe. Et quand on aime le sexe, on a peur du moment où ça marchera moins. Donc, ce sont des biens qui rendent malheureux. Ce sont des biens, dit Spinoza, dont l'obtention est aisée. Quiconque se donne un peu de mal y parvient. C'est là qu'il est un peu vexant. Mais bon, quiconque se donne un peu de mal y parvient. Mais la nature de bien de ces choses-là est douteuse. Et il dit, à côté de ça, il y a le souverain bien. Et qu'est-ce que c'est que le souverain bien? Le souverain bien, c'est un truc qu'on désire même quand on le possède. Compliqué, ça. Guitry dit, je désire que ce que j'ai. On n'est pas nombreux à pouvoir dire ça. Hein. On n'est pas nombreux du tout. Donc, le souverain bien, c'est ça. Comment? Quel est l'objet dont l'amour me comblera suffisamment pour en avoir le désir alors que je le possède? Et la tentation, dans ces cas-là, quand on voit cette alternative, on se dit, OK, le mec, il va partir dans un ashram. Il va laisser tomber tous les demi-biens, tous les faux biens, toutes les affaires de commerce, de sexe et de gloire pour se tourner vers cette vérité noble qui va le combler d'un amour définitif et éternel. Et là où Spinoza est un génie absolu, et l'homme qui vous fait faire la paix avec vous-même, c'est qu'il dit, mais j'avais beau percevoir tout ça très clairement, je n'en continuais pas moins de désirer la gloire, le sexe et l'argent. Très intéressant, il était probablement puceau, il a renoncé à l'héritage de son père et c'était un paria. Mais peu importe, c'est un homme qui consent à sa faiblesse. Il comprend une chose fondamentale, qui est que le premier pas vers la sagesse, c'est de renoncer à la sagesse. On n'avance pas vers la sagesse quand on avance vers la sagesse à l'exclusion de ce qu'on est.
on ne renonce pas à soi. Quiconque, pour aller vers la sagesse, renonce à ses propres vices ou à ses propres turpitudes, celui-là s'égare alors qu'il croit avancer. Et ça produit, c'est vrai, des tempéraments assez dogmatiques et plutôt intégristes. Donc Spinoza, de ce point de vue, est une école de vie. C'est un compagnon de vie extraordinaire, comme la philosophie. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc... Il ne s'agit pas de dissoudre vos défauts. Il s'agit d'en faire des outils. Il s'agit d'en faire des scalpels. Il s'agit de trouver ça, de façon générale, plus intéressant que douloureux. La philosophie ne fait pas la guerre à une partie de soi-même, enfin, telle qu'on la pratique aujourd'hui. Il s'agit plutôt de faire la paix, précisément, avec l'ensemble de ce qu'on est, y compris ce qu'on est de pire. Dans Little Brother, il y a ce qui fait le charme aussi de ce livre, notamment les idées, et un goût du paradoxe aussi, mais une sorte de tendresse un peu moqueuse, de tendresse quand même hein, pour l'époque, mais une moquerie assez savoureuse. Vous parlez des émoticônes. Les émoticônes, vous savez, les petites choses qu'on met sur les messages, je vais bien, avec le petit visage jaune avec un sourire, il y en a plein maintenant. Je vous cite, Raphaël. Comment se fait-il qu'il soit désormais impensable, sinon étrange, d'écrire « je suis triste » ou bien « je suis content » sans adjoindre l'inutile indication correspondante. Là, il y a le petit signe, donc le petit personnage qui fait la tête, et puis le petit personnage qui sourit. C'est qu'un trouble qui n'est pas spectaculaire est aussitôt suspect d'insincérité. Les émoticônes sont les Dupont, donc là on revient à Tintin, du langage. On en fait trop avec les émotions dans notre C'est-à-dire qu'on a besoin de doubler, on a besoin de doubler ce qu'on vit de son propre reflet. Donc, je suis heureux. Quelqu'un qui vous dit « je suis heureux », point. On va dire « mais qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi son problème ?» Quelqu'un qui vous dit « je suis heureux », deux points, parenthèse, on se dit « ah ouais, c'est cool, il passe un bon moment, c'est sympa, etc. » Et en fait, quand je parle des émoticônes, je parle du squelette de Smiley. Les deux points, parenthèse, etc. Ce truc qu'on met là. Alors, pour le pire, c'est du psittacisme. C'est vraiment les Dupont. Je dirais même plus. Je suis heureux, je dirais même plus, deux points, parenthèse. Je suis triste, je dirais même plus, deux points, parenthèse, inverse. Bon. Donc c'est un peu les Dupont du langage. Mais dans le même temps, le jour où on comprend que les deux points, parenthèse, quand on tourne la tête comme ça, en fait c'est une gueule qui sourit, le jour où on comprend ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'usage des émoticônes fait appel à quelque chose de proprement humain, qui est ce que Kant appelle notre faculté de synthèse. Qu'est-ce que c'est la faculté de synthèse? C'est la faculté à voir un objet sous une addition de signes. Une juxtaposition de choses. Vous voyez une juxtaposition de plastique, d'eau et de papier, vous vous dites bouteille. Vous pratiquez votre activité synthétique. Vous êtes dans une activité de synthèse. Or, l'activité de synthèse, elle est mobilisée par l'émoticône qui mentionne un visage, qui décrit un visage. Si vous mettez deux parenthèses, ça veut dire qu'on se marre beaucoup, si vous voulez. Donc, vous imaginez le visage hilar. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette capacité imaginative, cette capacité schématique, dit Kant, qui consiste à voir un visage derrière une addition de signes. Donc, pour le pire, on se répète. Pour le meilleur, on élève la ponctuation à la dignité du hiéroglyphe. Et c'est ça qui se passe dans les SMS qu'on envoie. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qu'on fait est vraiment passionnant. Ce qui nous arrive est passionnant, surtout quand ça n'a aucun intérêt. Voilà. Surtout quand c'est banal. Surtout quand c'est banal. Il faut creuser ça parce qu'on a sous la main des trésors. Et il suffit d'aiguiser un tout petit peu le regard et soudain, tout ça semble très intéressant. Récemment, vous avez estimé, puisqu'on sort d'une période électorale, que lorsque les gens votent, ils veulent être dupes. Oui. Est-ce que c'était pas un peu une... Surtout là, ce qu'on vient de vivre, hein, une sorte de, quand même, un peu d'enthousiasme, une volonté de changement. Pourquoi le voir? Est-ce que c'est pas là le philosophe qui voit systématiquement, même dès lors qu'il y a un mouvement, finalement essayer de nous obscurcir aussi le... Pour rien au monde, j'espère que ce n'est pas le cas. Qui d'entre vous, dans cette salle, il y a fatalement des électeurs de François Hollande? Il y a eu des électeurs, des gens qui ont voté pour François Hollande. Pas cette fois. Non, pas cette fois, là, voilà. Pas cette fois, je parle il y a 5 ans. Ou alors j'ai rien compris. Dans cette salle et sur cette tribune, il y a peut-être des électeurs de Hollande. Mais alors, qui, en votant Hollande, a cru qu'il allait voter pour un vrai changement? Qui s'est dit, le lendemain de son élection, tout va changer, tabula rasa? Non, on s'est fait plaisir. Le changement, c'est maintenant. Pipeau, une affiche pompidolienne, un visage classique avec marqué dessus, le changement, c'est maintenant. Personne n'était dupe de ça. Personne n'était dupe de ça. Le seul truc qui ne change pas dans une élection présidentielle au suffrage universel, c'est que tous les candidats sont candidats du changement.
Si vous regardez tous les slogans de tous les candidats depuis qu'ils sont candidats du changement. Donc de ce point de vue, il n'y a pas grand-chose qui change. Qui a cru ça? Ce que je veux dire ici, c'est que le jeu qui consiste à se plaindre auprès de celui pour qui on a voté, de ne pas tenir les promesses qu'il nous a faites, est un jeu, comment dire, c'est un tango entre l'élu et ceux qui l'ont élu. Voilà, c'est un tango où chacun s'entend. Efforcez-vous d'être rebelle et je m'efforcerai de vous croire tel. Mais volonté d'être dupe, c'est-à-dire vous rendez implicite une volonté d'être trompé. C'est une volonté d'être trompé, c'est-à-dire qu'on est dupe sur sa volonté. Comment dire? On n'est pas dupe de sa volonté d'être dupe. Personne n'ignore qu'un candidat... Quand un candidat fait des promesses, il n'est pas comme celui qui vous dit « je te promets que je t'aimerai toute la vie ». Non, il est dans la situation de celui qui, en situation de péril, dit « on va s'en sortir, je te le promets ». C'est-à-dire qu'il dit quelque chose qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là parce que ça fait du bien. Et c'est la raison pour laquelle c'est une grande sagesse de la part du corps électoral de revoter pour quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. C'est pas parce que les gens sont des moutons, des veaux ou des amnésiques qu'ils revotent pour quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. C'est juste parce qu'ils savent que les promesses... n'engagent... Oui, voilà, etc. Et que ceux qui les croient ou qui les ont cru. Exactement. Mais on le sait tous, c'est ça que je veux dire. C'est que personne n'est dupe de ce jeu-là. Personne, une fois qu'on sait qu'un homme politique tient le discours que l'on a envie d'entendre et qu'au fond, nous-mêmes adhérons à un discours qui ressemble à l'idée qu'on se faisait, une fois qu'on est dans cette disposition d'esprit-là, on vote tranquillement, sans crainte, mais on arrête de prendre au sérieux son propre vote, si vous voulez. C'est comme quelqu'un qui... Bon, moi j'ai un peu maille à partir avec les insoumis, parce qu'ils se prennent beaucoup au sérieux, les insoumis. Alors ils prennent leur... Le simple fait, par exemple, de dire que les propositions de Jean-Luc Mélenchon sont inapplicables à l'intérieur du cadre européen et que, par ailleurs, le fait qu'il dise qu'il ne veut pas sortir de l'Europe ou qu'il prétend renégocier les traités et que s'il n'y arrive pas, il reste quand même dans l'Europe, c'est contradictoire, c'est ouvertement contradictoire. La raison pour laquelle ça énerve les gens à qui on le dit, c'est qu'ils le savent déjà. On est exactement dans la position d'un père de famille qui regarde ses enfants, qui s'est brûlé le doigt, il dit « je te l'avais bien dit ». C'est odieux quand on entend ça, quand on est enfant. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'on le savait déjà. Oui, mais il n'y a rien de pire que d'entendre quelqu'un vous faire le reproche que vous vous faites déjà à vous-même. Donc quand on attaque quelqu'un parce qu'il a voté pour tel ou tel candidat ou parce qu'il a prétendu adhérer à telle ou telle chose, ça le rend hystérique en général parce qu'il le sait déjà. Voilà. Au fond, je fais de la philo... Faire de la philo, peut-être le seul postulat de la philosophie, c'est l'intelligence universelle. Et l'intelligence individuelle. C'est que tout le monde est intelligent. Au fond, les foules sont débiles. Je ne parle pas des publics, hein, je parle des foules. Les foules sont connes. Mais les individus qui les composent sont chacun aussi intelligents qu'un individu peut l'être. En fait, c'est le pari de la philosophie. La philosophie est une école de fabrication de l'individualité, d'individualité. On travaille sur l'individualité de chacun. On parle à chacun quand on fait de la philo. C'est pour ça que le totalitarisme travaille sur la foule et sur la masse et jamais sur l'individu, et nie d'ailleurs l'individu. On en revient à Orwell. Et c'est la raison pour laquelle l'exercice de la philosophie est une migraine pour un système totalitaire, quand bien même ce système totalitaire s'ignorerait lui-même, plus exactement se vivrait comme une parfaite démocratie. Mais en même temps, tout à l'heure, quand on parlait de la surveillance de tout le monde par le portable, surveillance volontaire, est-ce que ces nouvelles technologies, parce que tu en parles dans Barbouille aussi, fabriquent justement de l'individu ou pas? Est-ce que tu dirais, parce que les technophobes aujourd'hui disent non, au fond ça fabrique de la masse, ça fabrique des moutons, ça fabrique... Twitter fabrique des communautés qui ne se suivent plus qu'en cohorte de gens pensant la même chose, puisqu'on choisit des amis qui pensent comme vous. J'entends l'objection. En 1882, Nietzsche a dit « Au XXe siècle, des groupes d'hommes se formeront grâce à la liberté des communications qui dépasseront les nations. » Il a dit ça en 1882. L'instinct grégaire n'a pas attendu Twitter pour s'exprimer. Que Twitter offre au désir que l'on a d'être servile, de se soumettre à l'opinion qu'on croit brandir, que Twitter porte cette tendance à incandescence et exalte cette tendance en chacun de nous, c'est-à-dire que Twitter flatte le plus grégaire des tempéraments, c'est-à-dire au fond le sentiment qu'on a parfois d'être l'origine de ses actes. Il n'y a pas plus moutonnier que celui qui croit qu'il est l'origine de ses pensées, l'origine de ses actes. C'est en général le moment où on pense comme tout le monde. Eh bien, que Twitter flatte ça, c'est un fait. Mais que cette disposition du caractère préexiste aux réseaux sociaux, c'est un fait aussi. Donc il faut y aller. Autre peut-être paradoxe, on terminera là-dessus, comme ça on parle un peu de l'actualité, parce que c'est vrai que quand on parle de philosophie, on parle aussi de politique, c'est important. Emmanuel Macron, notre président,
vient de voir sa cote de popularité s'effondrer. Dans l'été, ça a été absolument terrible. Et là, alors que, on pourrait dire, c'est très très mauvais pour lui, vous dites, vous, le philosophe, eh ben non, c'est une chance. Mais quiconque, ça me semble très étrange, moi. Alors là, pour le coup, pardon, on va reprendre le doigt et la lune, et je reprends l'expression ancienne façon. Quand l'imbécile regarde le doigt, le sage montre la lune. Je veux dire, on ne peut pas soumettre le temps politique au temps publicitaire, c'est pas possible. Je veux dire, derrière l'idée que l'impopularité d'Emmanuel Macron est le début de la fin... Ou de tous, hein, parce que généralement... naturellement, voilà, de tous. Mais là, évidemment, la hâte avec laquelle on se jette dessus, l'avidité avec laquelle on dit « regardez, c'est très intéressant parce qu'on soumet le temps politique au temps publicitaire. On tient un sondage pour l'équivalent d'une élection. Oubliant par là qu'un président impopulaire est un président dispensé de plaire et qui donc, par conséquent, quand on est impopulaire, on peut y aller. Hein. On peut y aller, il n'y a pas de problème, on ne peut pas déplaire davantage. Donc c'est une liberté supplémentaire. La domination, dit Rousseau, est servile quand elle repose sur l'opinion des gens que tu domines. C'est un conseil à l'Émile, il lui dit ne fais pas de politique, la domination est servile. S'il pense ça, tu seras obligé de penser pareil. Tu es soumis aux gens que tu domines quand tu veux leur plaire. Il y a deux temps, il y a la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir est un exercice qui immanquablement impose de déplaire. D'abord parce que quand vous êtes président, vous êtes responsable du temps qu'il fait, responsable de tout, vous êtes la cause de tous les soucis. Quelqu'un de mauvaise humeur est capable de voter contre vous, si vous voulez. Donc, mais comment soumettre le temps politique, comment en appeler à une résurrection de la politique tout en soumettant le temps politique au temps d'un sondage? Moi, c'est ça qui m'inquiète dans l'histoire. C'est cette immédiateté qui s'ignore. C'est-à-dire les gens qui disent « Regardez, regardez, Emmanuel Macron s'effondre. Il a été élu il y a 3 mois, il est là pour 5 ans. On va arriver au pouvoir avant 2022. » Mais au terme de quoi? D'un coup d'État? Qu'est-ce que c'est que ces manières? L'alibi... Ah, le mot a été prononcé. Bien sûr. Oui, par moi aussi. Voilà. L'alibi du... alors, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui sous-tend le discours selon lequel Emmanuel Macron est en danger d'impopularité fatale? C'est l'idée que la souveraineté du peuple n'est pas simplement cantonnée à l'exercice du vote. Le peuple n'est pas souverain que le jour où il va voter, si vous voulez. Sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas souverain une fois tous les 5 ans. Bon, donc la souveraineté du peuple, dit-on, est permanente. Oui, mais ça n'est pas retirer sa souveraineté au peuple que de ne pas démissionner à l'instant où on a un sondage défavorable. On ne prive pas les électeurs de leur souveraineté quand on attend, comment dire, quand on refuse de se soumettre à l'humeur volatile, fatalement volatile, d'un corps électoral qui peut-être dans 5 ans réélira Emmanuel Macron, qui le sait. Donc c'est quand même étonnant de voir à quel point le désir de politique s'accommode ici d'une suggestion au temps ultra bref, qui est celui des sondages, qui est celui de la pub, qui est celui de l'immédiateté des effets d'annonce. C'est quand même invraisemblable. Donc, l'impopularité, deux choses. Un, l'impopularité, à mon avis, est un atout pour quelqu'un qui gouverne, parce que quand on... d'abord, on y est, donc on n'a plus besoin de gagner le truc. Donc on y est, il ne s'agit pas de mentir aux gens, il s'agit de faire ce pourquoi on a été élu, ce qui rend fatalement impopulaire, quoi qu'on fasse. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas un président de la 5e, à part De Gaulle, qui n'ait pas été plus durablement impopulaire que populaire. Pas un. C'est pas un hasard, c'est la position. C'est pas le contenu d'un discours qui rend impopulaire, c'est l'éminence de la position qui fatalement vous rend impopulaire. Et deuxièmement, comment en appeler à un retour de la politique contre ce monde des affaires et ces start-up qui prennent le pouvoir à l'Assemblée, tout en soumettant le temps politique au temps ultra bref qui est celui des sondages, c'est-à-dire de la pub? Dernière question à un autre philosophe, Peter Sloterdijk, philosophe allemand, très Lui, c'est décapant. un philosophe. Voilà, philosophe. On peut le dire. Ah, dans l'interview, pour le coup, ça rejoint, on va dépasser Macron, mais dans la grande interview que Emmanuel Macron a accordée au Point, il parle, Emmanuel Macron, ça a beaucoup été commenté, d'héroïsme. Il faut un héroïsme, il faut renouer avec le récit historique, l'héroïsme. Mais en fait, ça a été beaucoup commenté, ça a été beaucoup interprété, les gens n'ont pas su exactement ce que recouvrait le terme d'héroïsme. Je parlerai de Sloterdijk après, mais d'abord à Raphaël Enthoven. C'est quoi l'héroïsme à l'heure de Little Brother, aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais ce que c'est que le courage, en fait. Et je me demande si les deux ne sont pas voisins. Le courage, c'est très simple. C'est que c'est à la fois de sauter, là où c'est risqué, c'est-à-dire de prendre un risque, naturellement,
mais d'être ensuite fidèle à ce geste initial. Voilà, il ne suffit pas d'avoir sauté, si vous voulez. Il ne suffit pas de sauter à l'eau pour être courageux, encore faut-il nager à contre-courant. C'est-à-dire encore faut-il, dans la constance, dans la persévérance, inscrire dans la durée un geste qui, n'étant que lui-même ou étant simplement ponctuel, ne peut-être relève à ce moment-là non plus du courage, mais de la bravitude, comme dirait l'autre. Donc le courage me semble celui-là. Et moi, c'est la constance que j'aime, c'est la persévérance que j'aime, c'est l'obstination. En fait, les héros, la meilleure définition du héros, elle est livresque. Je ne sais pas si elle s'applique à Macron. Peut-être faut-il des situations qui en témoignent, j'en sais rien. C'est dans La Peste. Un employé de mairie, un médecin généraliste, un journaliste à la manque, un escroc, et tous ces gens-là deviennent des héros et mettent les mains dans des bubons dont ils savent pourtant qu'ils vont revenir et qu'ils peuvent les contaminer, et ne voient aucune raison d'agir autrement. Voilà. Ils ne voient aucune raison d'agir autrement. Ils ne voient aucune raison de ne pas prendre de risques alors que la vie est absurde, ne promet que la mort et que la peste reviendra un jour. Il n'y a aucune raison de ne pas agir. Dans le désespoir, dans ce constat désespérant, ne se trouve aucune raison, aucun argument en faveur de l'inaction. Pour moi, l'héroïsme, c'est ça. L'héroïsme, c'est la capacité à ne pas déduire de l'absurdité des choses, de la certitude de mourir, de la nullité des hommes, de ne pas déduire de tout ça une confortable inaction. Voilà. L'héroïsme me semble plutôt du côté du « ok, ça n'a aucun sens, ce que je fais ne sert à rien, je suis Sisyphe, nous sommes tous Sisyphe, ce qu'on fait n'a pas plus d'intérêt que de porter un caillou au sommet d'une montagne avant qu'il retombe de l'autre côté, reste qu'il n'existe aucune meilleure façon de vivre. » Donc l'héroïsme est plutôt pour moi une façon de vivre en fait. Une belle définition. Et donc Sloterdijk, que disait-il? Il disait quand Macron se plaint de l'impatience du peuple et de cette impopularité, il dit juste que quand même il devrait peut-être doubler ses gardes du corps d'ici l'automne. Voilà. Ce sera le mot de la fin donc. Merci Raphaël. Merci à vous, merci. Tu signes ton livre? Je crois que c'est en bas, comme d'habitude. J'espère. Voilà, Little Brother chez Gallimard. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous, merci Christophe.